Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. On dit que Alger n'est rien moins qu'un port naturel. Aujourd'hui, le port d'Alger, qui a plus de 2000 ans d'histoire, porte le nom du Moudjahid Youssef Saadi, l'ancien responsable et commandant de la zone autonome d'Alger. Nous allons revenir sur ces 2000 ans d'histoire avec mes invités. J'ai nommé d'abord M. Abdelrahman Khalifa, archéologue, historien, auteur de plusieurs ouvrages sur la ville d'Alger, mais aussi sur les villes algériennes. Je cite Alger l'a bien gardée, Al-Mahrousa. Et j'ai le plaisir également de recevoir M. Dahman Youssef, neveu de Youssef Saadi, mais aussi frère du Shahid Pti Omar, Allah yarhamou. Merci de l'invitation, M. Hassan. M. Abdelrahman Khalifa, le ministère des Moudjahidines a pris la décision de baptiser le port d'Alger Youssef Saadi. En tant qu'historien, que représente pour vous le fait de baptiser comme ça un site aussi prestigieux que le port d'Alger d'un nom d'un Moudjahid aussi célèbre également? Oui, alors vous savez, ce n'est pas une mince affaire que de donner son nom au port d'Alger. Et je pense que Youssef Saadi et tous les compagnons, parce qu'il représente aussi tous les compagnons qui étaient autour de lui et dont il était le chef, bien sûr, c'est un grand honneur que d'avoir donné le nom de Youssef Saadi à ce port plusieurs fois millénaire, qui a été donc un des grands ports de la Méditerranée et qui a été l'un des plus célèbres au XVIe siècle. Vous avez un marin comme Marmol de Carvajal, qui était mousse dans la flotte de Charles Quint, qui disait que dans le port d'Alger, il entrait plus d'or et d'argent que dans tous les ports de la Méditerranée. Et il n'en sortait vers aucun pays. Cela veut dire l'importance de ce port au XVIe siècle et par la suite, le port d'Alger, bien sûr, avec la bataille d'Alger, a payé. Nous allons y revenir oui, tout à l'heure. D'accord. Il a payé de sa personne oui. Avec, par exemple, la mort des dockers, l'explosion qu'il y a eu, donc vers la fin de la guerre, où des dockers se sont sacrifiés pour ce port d'Alger. Monsieur Dahman Youssef, que pensez-vous également en tant que neveu donc de Youssef Saadi, le fait que les autorités du pays aient pris la décision donc, de nommer ce port Youssef Saadi? Bonsoir. Et le fait que le port d'Alger porte le nom de Youssef Saadi, c'est tout un honneur. Et vraiment il mérite cela parce que c'est quelqu'un qui a toujours une vision de ce port. Même ce port-là, il a contribué pendant la Révolution pour l'importation des armes, pour pas mal de choses, pour le plastique par exemple, pour les bombes, etc. Donc je remercie énormément le gouvernement algérien d'avoir pensé à lui. Et c'est tout à fait un honneur. Voilà. Monsieur Abdelrahman Khalifa, revenons maintenant à l'histoire de ce port. J'aimerais commencer avec vous. Vous situez en tant qu'archéologue l'histoire de ce port dans les temps mémoriaux, dans les temps des mythes anciens. Oui, alors vous savez qu'il y a un grammairien latin qui s'appelle Solin qui a dit que Hercule s'est arrêté ici lors de son passage vers le détroit de Gibraltar, puisque à l'époque ça s'appelait les colonnes d'Hercule, puisque c'est Hercule qui a séparé, disons, l'Europe du continent africain. Et après ce détroit, disons, des colonnes d'Hercule, s'est appelé Jebel Tariq, à cause
de Tariq ibn Ziyad al-Ulhasi, qui est donc un Algérien, donc dont la tribu des Ulhassa se trouve de part et d'autre de la Tafna, et on a donné ce nom de Tariq ibn Ziyad al-Ulhasi, al-Nafzawi, al-Lawati. Donc, vous voyez que Alger avait déjà, disons, été connue comme une ville déjà mythique. On a trouvé des pièces sous le trésor actuel, trésor public d'Alger. On a trouvé des pièces qui donnaient le nom de Eikozim, île au Mouet ou île au Hibou, qui donnait donc cette appellation à ce mouillage, parce que c'était un mouillage, il y avait des îlots, et ces îlots, selon la légende, représentaient les 20 compagnons d'Hercule qui avaient été pétrifiés. Et parce qu'il ne fallait pas donner son nom à El Jazair. Puis, après, par la suite, la ville a été construite par Tariq ibn Ziyad, mais auparavant, elle a été occupée par Taqfarinas, par Firmus en 371. Donc la ville a connu, a vécu tout ce temps. Et elle a toujours résisté. Et puis, c'est une ville qui se confondait avec le port, du moins jusqu'à 1518, c'est-à-dire jusqu'au XVIe siècle. Oui, on a, alors vous avez des historiens comme Al-Muqaddasi, comme Al-Bekri, comme qui disaient que le port d'Alger avait donc exporté du beurre, des figues, etc., vers les autres pays, vers les autres ports de la Méditerranée. Et cela a augmenté parce que Alger a été une terre d'accueil. Elle a accueilli les Moriscos. Donc, quand il y a eu d'abord en 1391, puis en 1492, il y a eu donc des Moriscos, donc les musulmans d'Espagne, qui sont venus s'installer ici, ou surtout l'ensemble des ports de la Méditerranée. Et à ce moment-là, Alger a pris un essor incroyable. Et c'est comme cela qu'elle est devenue la ville à abattre de toutes les nations du monde. Et vous savez que Alger a connu des bombardements successifs qui se sont faits, que ce soit les Danois, les Espagnols bien sûr, essentiellement, puisque en 1541, Charles Quint est venu avec son invincible armada et il a dit à Hassan Ara, il lui a dit, tu vas prendre tes affaires, tout ce que tu peux ramasser, et tu vas t'en aller parce que moi, empereur du Saint-Empire romain germanique, j'ai occupé Tunis en 1535, et Tunis c'était 200 000 habitants. Et toi, ta petite ville de 30 ou 40 000 habitants, elle ne représentera rien. Et Hassan Ara Charles Quint était juste là-haut, à l'endroit de l'Horatie, là que l'on voit là. Et donc, il reçoit une réponse de Hassan Ara qui lui dit « Dieu nous départagera ». Et il est arrivé à ce moment-là une tempête telle comme celle de 2001. Et il y a des légendes, bien sûr, parce que Alger est une ville pleine de légendes, avec Sidi Wali Dada, avec Sidi Bougdour, etc. On dit que Sidi Wali Dada aurait pris sa canne et aurait frappé donc l'eau et l'invincible armada, 600 bateaux. Et il y avait dans les 600 bateaux, il y avait le conquérant du Mexique, Cortés. Et donc il devait avoir de l'or des Aztèques quelque part ici, coulé en Méditerranée, dans le port d'Alger. Là où nous sommes, parce qu'il y a l'armada. Là où nous sommes, oui, il faudrait peut-être faire des fouilles et on trouverait des vestiges de cette Alger qui était
Al-Mahrousa qui était là, bien gardée, parce que à chaque fois, il y a eu des attaques et chaque fois, on a échoué. Que ce soit en 1541, que ce soit en 1775 avec Aurélie, etc. Et chaque fois, les Danois, les Anglais, les Espagnols, les Américains ont attaqué Alger sans aucun succès. Sans aucun succès. Monsieur Dahman Yassef, j'évoquais tout à l'heure le fait que la cité, on parle de la Casbah évidemment, qui se confondait avec le port, avec la mer, incontestablement, n'est-ce pas? Effectivement. Et jusqu'à La aujourd'hui, Casbah, je pense. au jour d'aujourd'hui, et puis les habitants de la Casbah, à l'époque coloniale bien entendu, pratiquement tous travaillaient comme dockers. Ils travaillaient tous comme dockers, donc le port d'Alger, pour eux, c'est une survie en fait. Hein. Comme il y avait des navettes, enfin des bateaux qui arrivaient de par le monde, etc. Donc ils faisaient du business et en même temps ils travaillaient pour la croûte, pour la croûte pour leur enfant, quoi. Voilà, donc, et à l'époque, c'était le 3e port de France. Absolument, Vous voyez, absolument. par ses exportations, etc. Vous voyez. D'ailleurs, le port d'Alger, c'était un port d'exportation. Ça n'a jamais été un port d'importation. Et puis les gens de la Casbah, ils avaient les yeux plutôt tournés vers la mer. Mais oui, vous savez, je ne sais pas, moi je conçois les choses comme ça. Quand on se lève le matin, on regarde le ciel et on regarde la mer. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un réconfort moral. Et vous savez que, Oui. du point de vue de l'architecture, la France a construit la barre Sokar devant la Casbah pour empêcher les Casbadjis de voir la mer. La mer. Et la mer, et donc la France, parce que Alger était un pays de marins, a coupé en plaçant le rail. D'accord. Ce qui fait que maintenant les habitants d'Alger ne peuvent pas accéder directement à la mer. Vous voyez? Et le front de mer qui cachait une partie de la Casbah. Parce que la Casbah était en étage. Et chaque habitant de la Casbah pouvait voir, puisque c'était une ville en escalier, pouvait voir la mer. Parce que la mer était le rapport à la vie. À la vie, absolument. Et la mer donnait la richesse à la vie. Vous voyez? La mer donnait de la richesse à la vie. Avant de poursuivre l'histoire de ce port, je vous invite maintenant à découvrir la réaction du fils de Yassef Saadi, Amin Yassef, suite à la baptisation du port d'Alger du nom du défunt Moudjahid, et la réaction du directeur de communication de l'EPAL, l'entreprise du port d'Alger, M. Dahman Chenouf, et on se retrouve juste après. C'est un honneur pour nous de baptiser le port au nom de Yassef, Allah yarhamou. C'était émouvant pour nous et surtout on aimerait remercier les autorités compétentes, donc le ministère, le port d'Alger, le ministère des Moudjahidines, des Transports, donc toute personne qui a participé à cette décision. Voilà. Et aussi on aimerait, au nom de notre père, remercier la télévision algérienne d'avoir pensé de faire cette commémoration au nom de notre père. Bien sûr, on a été très émus. On s'attendait à ça, à ce que ce port soit baptisé en son nom, parce que c'est un fils il est né à Alger, il est né à la Casbah, donc c'est la continuité de la Casbah et le port d'Alger, donc tout ça, ça colle avec son lieu de naissance et cet événement. J'étais agréablement surpris de recevoir un jour l'instruction émanant du ministère des Moudjahidines et qui m'a été transmise par le ministère des Transports, donc relative à la baptisation du nom de Yassef Saadi du port d'Alger. Et là, ça a été pour moi une grande mais heureuse surprise, parce que de tout temps, depuis donc ma tendre enfance,
Pour moi, Yass Saadi, c'est l'un des héros de la bataille d'Alger et l'un de mes grands hommes. Donc je me disais, mais c'est fantastique, je me retrouve dans une institution de la République qui demain va désormais porter le nom d'un moudjahid immense, fabuleux, gigantesque. Écoutez, j'ai immédiatement plongé dans cette aventure et j'ai commencé. Donc j'ai commencé à mettre en place une série d'actions, et parmi lesquelles la publication d'une revue dédiée exclusivement à ce grand moudjahid. D'abord, j'ai contacté un historien de renom, c'est le professeur Boudjouma Aïchour, qui m'a envoyé quelques articles relatifs au port d'Alger. Et là, avec donc la famille Yassef, j'ai pu obtenir des documents exclusifs, des images, des témoignages sur leur défunt père. Ici, nous nous trouvons sur un site qu'on nomme le 23PC. C'est un site très important pour toute l'entreprise portuaire d'Alger. Ici, c'est pratiquement le cœur de tous les transbordements des conteneurs et le traitement des navires. Le 23PC accueille globalement les plus gros navires qui peuvent avoir des capacités de 500 à 1000 conteneurs. Donc derrière moi, donc, le traitement se fait, se continue. Le traitement des navires se fait H24, il ne s'interrompt pas, il est pratiquement ininterrompu. Deuxièmement, vous avez derrière vous une grande ouverture, c'est de la face nord que pénètrent tous les navires commerciaux par rapport à la jetée sud où pénètrent les navires pétroliers et les navires céréaliers. Eux, ils se dirigent carrément vers des quais spécialisés, contrairement aux navires commerciaux qui ont toute la latitude de déverser leurs conteneurs sur à peu près 34 quais, soit l'équivalent de 126 hectares. Donc c'est pratiquement énorme. En outre, le port d'Alger bénéficie d'une superficie d'entreposage de conteneurs de 300 000 m², l'équivalent d'un quart de toute la superficie du port d'Alger. Là, derrière vous, c'est une immense réalisation. Alors, avant 2015, nous avions une seule gare maritime d'à peu près d'une superficie de 30 000 m² qui traitait un seul navire. Quelques années plus tard, avec l'effort bien sûr du ministère des Transports, mais également de la Direction générale de l'entreprise portuaire d'Alger, une nouvelle gare maritime est née et a pris forme. Aujourd'hui, l'entreprise portuaire d'Alger peut traiter 2 navires simultanément, soit l'équivalent de 3 500 à 4 000 passagers et l'équivalent de 2 000 véhicules quotidiennement. Néanmoins, le grand espace commercial qui n'est pas encore ouvert ni aux institutions ni au public attend juste la décision des pouvoirs publics d'ouvrir une porte pour permettre ensuite à tout le public d'avoir accès à l'espace commercial. Je reviens vers vous, Oui. Monsieur Dahman Yassef. Quand on parle de l'histoire des Yassef, c'est-à-dire les aïeux Oui. de Yassef Saadi, on dit qu'ils sont arrivés justement à Alger par le port. Absolument, absolument. Vous savez, nos origines sont d'Azfoun. Et comme vous savez que Azfoun, c'est un peu le maquis. Il n'y a pas de culture agricole, il n'y a pas... hein. Donc les gens, ce qu'ils ont devant eux, c'est la mer. Et en paradoxe, ils ne sont pas marins, les gens d'Azfoun. Ils ne sont pas marins. Donc on revient vers quand il y a eu le tremblement de terre de 1716, 1715 ou 1716. Il y avait des réparations à faire dans la Casbah. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Casbah, ce n'est pas les Turcs qui l'ont construite. Hein, c'est Bollorine, c'est Bollorine, n'est-ce pas, monsieur? Donc, il fallait réparer après le tremblement de terre. Et pour cela, on cherchait la qualité de bois qu'on devait utiliser. C'est un bois qui ne peut pas être périssable et qui ne peut pas être touché par les mythes. Donc on a trouvé ce bois dans les montagnes de Temgout. Donc il y avait une goélette qui faisait la navette entre Alger et Azfoun. Et c'est comme ça que les premiers pionniers, ils arrivent au port d'Alger, ils regardent en face, ils voient la Casbah. Et c'est comme ça qu'ils sont introduits à la Casbah. Ils ont commencé à faire du pain pour les janissaires, enfin pour et c'est comme ça, les premiers
pionniers. D'ailleurs, c'est simple. Si vous voyez la population de Qasbadji, il y a à peu près 70% des gens qui sont issus de la Casbah. Vous avez des gens de Délice. De toute façon, vous avez comment dirais-je, de toutes les wilayats d'Algérie. Hein. Vous avez les Biskri, vous avez les Chambi, et chacun il avait son métier. Et les gens d'Azfoun, la majeure partie, ils sont boulangers, restaurateurs. Et voilà comment... Justement, monsieur Abdelrahman Khalifa, c'est important, on parle de Marsa, le port. Puis même la Casbah était un véritable Marsa, c'est-à-dire tous les Algériens venaient s'installer à la Casbah. Oui. Ce rapprochement entre les deux fonctions, celle du port, c'est-à-dire ouvert sur le monde, etc. Et la Casbah était ouverte également sur toute l'Algérie, n'est-ce pas? Oui, vous savez, il y a une fausse idée qui dit que l'Algérien tourne le dos à la mer. C'est pas vrai. Vous savez, on a eu les plus grands marins, que ce soit à l'époque almohade, que ce soit à l'époque ziride. Et déjà Ibn Khaldoun, au 9e siècle, disait « Pas une planche ne pouvait flotter en Méditerranée si elle n'était pas d'islam ». Cela veut dire qu'à l'époque, et la course ne vient pas, de l'époque ottomane. D'accord. Ibn Khaldoun donne les premières descriptions de la course à Béjaïa. Donc cela veut dire que c'est faux que de dire qu'on a reçu, si vous voulez, les corsaires d'un autre pays. Donc cela veut dire que les gens d'Alger travaillaient. Vous aviez parlé du tuya pour les bois, parce que c'est un bois imputrescible pour les maisons, etc. Mais il y avait ce que les Turcs à l'époque appelaient la karasta, c'est-à-dire qu'il y avait dans la région de Béjaïa des forêts, et on ramenait le bois jusqu'à Alger, et il y avait ici un arsenal, un arsenal le mot arsenal est un mot arabe, c'est Dar Sinaa, où on fabriquait les goélettes et les chebeks, etc., qui allaient sur l'ensemble de la Méditerranée. Vous savez, les corsaires d'Alger partaient jusqu'à Terre-Neuve. Ils allaient jusqu'aux Açores, imaginez, donc en plein Atlantique. Absolument. Et quand ils passaient près de Bab Assoun, à hauteur de Bab Assoun, il y avait un canon, une batterie, là-bas près de Sidi Ibrahim, il y avait un canon qui les saluait. Et vous savez que ces corsaires-là, ils étaient intrépides. Et Alger était une ville ouverte. Alger était une ville extrêmement... Il y avait plus de 50 000 prisonniers ici. Il y avait plus de 6 000 Corses à Alger. Et tout cela a été intégré. Alger a eu cette force d'intégrer, et tout le monde voulait. Quand vous prenez par exemple un monsieur Jean-Baptiste Grameil qui vous dit à Alger, il se plaignait au pape de ce qu'à Alger, on se faisait turc de profession. Parce que quand vous étiez donc musulman, je prends le cas de Al-Jali. Al-Jali, qui était un Calabré, qui a été ramassé sur les côtes italiennes de Calabre à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans une chiourme, parce qu'il était assez fort, et il a ramé dans une chiourme jusqu'au jour où un janissaire, un garde-chiourme, l'a giflé. Et à ce moment-là, Al-Jali, il s'est converti à l'islam, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et il a gravi les échelons, il a été Raïs, puis Bey l'Herbey, puis capitaine général
commandant la flotte ottomane. Parce que il avait été à la bataille de Lépante en 1571. Il était sous les ordres d'un amiral turc et il lui avait dit ce n'est pas comme ça qu'il faut combattre, il faut sortir. Et l'autre ne l'a pas écouté. Et ça a été un désastre pour la flotte ottomane. Al-Jali a réussi à casser le blocus, tuer le vaisseau amiral, plutôt casser le vaisseau amiral de Malte et venir sur Alger. C'est comme ça qu'il a été accueilli en héros et le sultan de l'époque lui a donné à refaire toute la flotte ottomane qui commandait et le bassin oriental de la Méditerranée et le bassin occidental. Parce que Alger avait ce rôle d'être la pointe la plus avancée de l'Empire ottoman contre l'Espagne qui était le principal ennemi. Vous voyez, et les Espagnols ont de tout temps voulu venir sur Alger, etc., occuper Alger. Et d'ailleurs, Alger a accueilli un homme célèbre qui est devenu célèbre, Oui, Cervantes, effectivement, Miguel de Cervantes, qui a passé 5 ans ici, de 1575 à 1580. Et il a, à ce moment-là, vu Alger. Il s'est promené dans les rues d'Alger, etc. Et c'est comme ça qu'il a écrit ses livres sur... Il est devenu, au lieu d'être resté militaire, puisqu'on l'appelait le manchot de Lépante, puisqu'il avait été blessé à la bataille de Lépante, il est devenu le Cervantes, le romancier que l'on connaît. Eh bien, c'est ici qu'il a fait ses arts littéraires. Littéraire, exactement. Monsieur Dahman Yassef, je reviens avec vous à ce site historique de la Casbah et les pratiques sociales, c'est-à-dire la socialité se faisait également par le truchement de la mer. Absolument. Et du port en particulier, n'est-ce pas? Effectivement. De toute façon, socialement parlant, à la Casbah, il y avait cette fraternité déjà. Les gens, ils étaient vraiment fraternels. Il y avait autre chose très importante, c'est le fait qu'il y avait une certaine éducation. Les gens s'éduquaient à l'extérieur. Pourquoi? Tout simplement, vous savez, toutes les familles de la Casbah, c'était une famille nombreuse. Donc, ils vivaient dans une pièce exiguë, etc. Donc, les enfants, et moi je ne suis pas mieux, hein, on était beaucoup plus éduqués à l'extérieur, c'est-à-dire que l'aîné éduque le plus jeune. Et croyez-moi qu'il y a eu il y a eu parmi nous des gens qui sont devenus très célèbres dans le travail, enfin dans les professions, des écrivains, des ingénieurs, etc. Donc voilà comment on vivait. Et puis il y avait le partage. Il y avait le partage. Les gens, à la Casbah, personne ne crevait de faim. C'est clair. Hein? Il y avait vraiment un partage extraordinaire. Voilà, c'est... M. Abdelrahman Khalifa, c'est toute sa socialité, la socialisation qui a été ciblée par le colonisateur dès 1830, n'est-ce pas? Oui, alors vous savez, ça a été difficile pour une zone comme la Casbah, parce que, comme vient de le dire M. Yassef, oui. Les quartiers étaient organisés, les maisons étaient organisées. Et vous n'étiez pas simplement le fils de votre père, vous étiez le fils du voisin aussi. Il vous frappait, il vous corrigeait, vous n'aviez pas intérêt à vous plaindre à votre papa. Parce qu'on faisait partie d'une même maison. Quand une femme était enceinte et qu'elle avait une envie, qu'elle sentait par exemple chez la voisine l'odeur de la sardine ou d'un repas, etc., on partageait tout de suite, on lui donnait. Et les enfants n'avaient pas une seule famille. Vous pouviez dans la Casbah aller manger chez les voisins, comme le voisin venait manger chez vous. Les enfants,
étaient les enfants de la communauté. C'était une véritable communauté. Et les gens de la Casbah se connaissaient. Il n'y avait pas ce cloisonnement qui est fait, comme maintenant dans la vie moderne. Vous avez dans un immeuble, vous ne connaissez même pas votre voisin, etc., à peine si vous dites bonjour. Là, il y avait une convivialité qui se faisait déjà, parce que il y avait un lien très fort. Quand les gens venaient d'Azfoul, puisque M. Yassef vient d'Azfoul, quand les gens venaient d'Azfoul, ils venaient chez le cousin. Oui. Et c'est lui qui lui trouvait le travail avant qu'il ne trouve une maison et qu'il ramène aussi la famille. Et c'était comme cela que cela fonctionnait. Et c'était la même chose pour le Biskri, qui était donc le spécialiste de l'eau, que c'était pour le Djidjilien qui était le maraîcher ou le boulanger, parce que à l'époque, Khaireddin Barberousse leur avait donné le privilège du pain. Et c'est pour ça que les boulangers d'Alger, au départ, étaient djidjiliens. Oui. Donc chacun avait une fonction sociale qu'il développait dans la capitale. Vous voyez. Et vous savez qu'à Alger... Comment le colonisateur a essayé justement de briser cette socialité? Le colonisateur a essayé de briser, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des éléments essentiels qui faisaient la société musulmane, à savoir les hammams. Oui. Le hammam, c'était la convivialité, les femmes, les hommes se retrouvaient dans le quartier. Parce que dans la Casbah, il y avait 65 bains, c'est-à-dire près d'un bain et demi, si vous voulez, par quartier. Il y avait aussi... Les cafés morts. Les cafés morts. Le café mort, et ça les Européens ne le savent pas, le café a été introduit par les Turcs. C'était des ambassadeurs turcs auprès de Louis XIV qui faisaient des coffee parties où il invitait Donc, et vous aviez en face de la grande mosquée d'Alger, vous aviez, là où il y a maintenant le parking, il y avait le grand café mort. Vous voyez, et il y avait la mosquée. La mosquée, chaque mosquée avait était dans les quartiers, et il y avait les jamas. Donc vous aviez le masjid, qui était la mosquée de quartier, et vous aviez le masjid jama, la cathédrale, où l'on faisait le sermon du vendredi. Donc les gens se connaissaient. Et parce qu'à l'époque, vous faisiez la demande en mariage, et vous ameniez les témoins, vous la faisiez à la mosquée, devant l'imam. Donc où il y avait tous les voisins et l'assemblée qui donc officialisaient la chose. Vous voyez. Le café mort, monsieur Dahman Yassef, nous savons que pendant la guerre de libération, il y avait un certain nombre de cafés au niveau de la Casbah qui ont servi de lieu de rencontre, de rendez-vous entre les militants. Oui, c'est vrai. Enfin, les débuts de la Révolution, les gens se donnaient rendez-vous, se donnaient des ordres dans des cafés morts, etc. Après, il y a eu, le colonisateur, enfin, qui était là, surveiller les cafés morts et tout ça. On a changé de... Moi, je voulais parler d'autre chose. Voilà, je voulais parler de l'hospitalité de la Casbah. Alors, et relativement à la mer, au port d'Alger, vous savez qu'il y avait beaucoup de marins qui venaient du Moyen-Orient, de Yémen par exemple, et des jeunes yémanites qui regardaient la Casbah, ça leur a plu et tout ça. Ils restent à Alger, ils restent à la Casbah. Ils ont vu cette hospitalité, ils ont eu cette hospitalité. Donc ils rentrent dans la Casbah, ils commencent à chercher du travail, ils trouvent du travail. Et il y a des gens qui ont des commerçants qui ont des magasins, ils les font travailler, etc. Et ils voient leur sérieux, hein, que ces gens-là sont sérieux, qu'ils sont travailleurs, etc. Et des fois, ce commerçant, il a une fille à marier. Il la marie à cette personne, à ce Yémenite par exemple. C'est pour cela qu'il y a une communauté
que je connais personnellement, c'est des amis. Il y a une communauté importante de Yéménites à la Casbah qui vit actuellement, qui sont algériens, mais leurs origines, elle est yéménite. Enfin, le père est yéménite. Mais vous savez, la ville d'Alger, Oui. très tôt, à partir du XVIe siècle, il y avait des Chinois ici, et il y avait des Japonais déjà. C'est-à-dire que vous voyez, toutes les nations du monde étaient à Alger, que ce soit de gré ou de force, mais elles étaient là. Alger était une ville ouverte. Monsieur Abdelrahman Khalifa, j'aimerais revenir maintenant sur le rôle du port d'Alger, notamment sur le plan économique, par rapport aux habitants de la Casbah essentiellement. Notamment, oui. Vous savez que le port d'Alger, c'est lui qui a donné toutes les fontaines, tous les hammams, toutes les mosquées. Donc imaginez pourquoi. Parce que chaque corsaire qui venait qui apportait une prise, il devait donner une part à la ville. C'était un peu la sollicitation des Romains où des sénateurs donnaient, Oui. donc construisaient un édifice, etc. Tous les bains d'Alger et toutes les mosquées étaient construites ont été construites par les corsaires, qui étaient là, qui venaient ramener ces richesses, et ils donnaient. Vous savez où se trouvait le Bedistan, c'est-à-dire le marché aux esclaves? Il se trouvait au pied du trésor public, parce qu'on montait de la mosquée de la pêcherie et on arrivait donc au Bedistan, et là il y avait on amenait les esclaves, etc. Et les esclaves, ils étaient répartis, ils étaient vendus, mais ce n'était pas propre à Alger, parce que c'était à Livourne la même chose, à Gênes, à Marseille, etc. Mais vous dire que les corsaires étaient obligés, par exemple, un corsaire, il dit, moi je veux construire une fontaine. Et il construisait une fontaine. Par exemple, l'eau est, disons, sacrée en islam. Et donc celui qui fait un hammam, celui qui fait une fontaine, il a donc la bénédiction de Dieu, parce que et cela, cet or-là, il vient, ou cette richesse venait disons les gens de la Casbah. Il y avait à l'époque, on comptait 18 000 maisons, 142 mosquées, qui ont été, bien sûr, rasées pour certaines, etc., transformées en églises, etc. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que Alger avait toutes les civilités d'une ville où l'on pouvait vivre Allègrement. allègrement. Et vous savez que dans Alger, il y a, j'ai un texte ici d'un marin, d'un commandant de bateau portugais, qui dit: j'ai fait toutes les villes du monde. J'ai été au Brésil, j'ai été en Perse, j'ai été en Inde, j'ai été en Sardaigne, en Catalogne, etc. Mais je n'ai jamais vu de pays aussi riche que la ville d'Alger. Puis aussi riche d'ailleurs, Dahman Yassef Saadi était conscient de cette richesse sur le plan social, notamment l'apport du port à la population, à ses amis, à sa famille, mais aussi à tous les citoyens de la Casbah, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Déjà, lui, il était friand du port. Donc, il avait sa bande de copains. Bien avant la Révolution, il avait peut-être 14-15 ans. Donc, il était friand, il descendait au port, il faisait du business, etc. Pour eux, c'est un peu un jeu et en même temps un gain. C'est comme ça que ça s'est passé. Après, lui, de toute façon, ce qui est très important, les habitants d'Alger, les enfants d'Alger, de la Casbah, pardon, ils avaient une prise de conscience concernant le colonisateur.
hein. Il se jouait de ce colonisateur au port, parce que quand il va le petit Ouled, etc., qu'est-ce que tu fous là, etc. Donc il se joue de ce colonisateur. Et ça a été la continuité. Après, si on parle par exemple du parcours de Yassine Saadi, si vous voulez que j'en parle. Avant, j'aimerais vous lire ce qu'il a écrit dans son fameux livre, La bataille d'Alger, à propos justement du port, dans le tome 2 notamment. Il y a un passage extraordinaire, donc éloquent, ce passage. Il écrit, à l'instar de l'ensemble des habitants de la Casbah, j'ai toujours été fasciné par le port d'Alger. Ce n'est pas seulement pour la poésie qu'il inspire ou les rêveries d'évasion qu'il procure, mais aujourd'hui encore, pour une bonne partie de la population de la capitale, il constitue une source de survie. Les dockers y travaillent toujours de la même manière que jadis. J'aimerais bien une petite réaction de la part de M. Abdelrahman Khalifa. Après, je reviens. Quand les Américains ont Oui. débarqué ici, à Alger, quand les Américains Oui. ont débarqué, les Algérois, les Casbahis, Oui. qu'est-ce qu'ils prenaient? Les armes. Ils achetaient des armes. Les pistolets, les GI étaient là, etc. Mais eux, il y avait une conscience à cette époque-là. Et la première chose à laquelle on s'intéressait, c'était des armes. Comment avoir des armes? Parce que dans la tête des gens du PPA-MTLD et de l'OS, il y avait cette idée de s'armer. Bien sûr, il n'y a pas eu qu'Alger, il y a eu Oran, il y a eu donc les grands ports ont été les pourvoyeurs, sans le savoir, de la révolution algérienne. De la révolution algérienne. Donc, je reviens vers vous. Donc, cette histoire de Yassine Saadi avec oui. le port, donc je connais qu'il y a plusieurs anecdotes, Bien sûr. notamment pendant Et la on guerre parle, libération. monsieur Il Abdallah, avait toujours les Monsieur- yeux rivés sur le port. même Monsieur quand il Abdelrahman l'a était dit, donc quand il y a eu les- traqué, etc. Non, N'est-ce pas? quand il y a eu les Américains qui ont débarqué sur Alger, c'était quelque aubaine. chose d'extra. Une aubaine, voyons, une aubaine. C'était le business de chocolat, de chewing-gum, d'armes, etc. Et puis les dockers étaient émerveillés, ils étaient contents. Hein. Surtout que les colons, enfin, ils ne pouvaient rien faire vis-à-vis des Américains. Ils avaient ce complexe d'ailleurs. Hein. Il existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Moi, je voudrais revenir sur la communauté d'Asfoun. Voilà. Moi, mon grand-père, c'est quelqu'un qui était un grand travailleur. Mon grand-père, il a débarqué à Asfoun, il avait peut-être 7-8 ans, hein. Il était gosse. Donc il avait cet esprit de commerçant, il était pieux. Hein. Mon grand-père, il a été à la Mecque à pied, pour vous dire. Hein. À l'époque, c'était ça. C'était vraiment... Mon grand-père n'a jamais été dans un café, jusqu'à sa mort. Il est mort, il avait 97 ans. Jamais il est rentré dans un café. Il avait sa boulangerie qui était restaurant avant d'être la fameuse boulangerie. Hein. Du 5 rue des Abderrahmane. Non, la boulangerie qui se trouve à Jamalio. Jamalio. Voilà, la rue Rondon de l'époque. Donc, avant qu'elle soit une boulangerie, c'était un restaurant. Un restaurant. Voilà. Et pour l'anecdote, mon grand-père n'a jamais mangé dans son restaurant. Et à chaque heure de repas, on lui ramenait de la maison sa nourriture. C'est extraordinaire. Donc, après, il y a eu la reconversion de la boulangerie. Et c'est comme ça que Saadi, il a commencé, il était apprenti boulanger. Oui, oui. Et il y avait une scène extraordinaire. Il avait à peine 14 ans. Et il avait une scène, c'est là la prise de conscience extraordinaire de Saadi et la continuité jusqu'à ce qu'il soit dans le mouvement. Je vous invite maintenant à découvrir le témoignage
du fils de Youssef Saadi qui évoque le rapport de son père, Youssef Saadi, avec le port d'Alger. Il est né à la Casbah et le port d'Alger, il le regardait depuis sa fenêtre de la Casbah depuis son jeune âge. Donc oui, il descendait quand il était jeune, se baignait ici au niveau de l'amirauté. Il aimait pêcher, il avait une vision du monde extérieur à travers ce magnifique port. Effectivement, il y a un lien qui le lie énormément avec ce port. Il y a une très belle anecdote. Il y a eu en 1957, début octobre, il y a eu l'attentat du paquebot, le fameux paquebot Ville d'Oran. Donc le Ville d'Oran qui faisait la navette entre le port de Marseille et le port d'Alger. Et très souvent, il prenait avec lui il embarquait les appelés qui partaient pour une permission en France et revenir et surtout ramener les soldats ici. Donc il a profité de cette occasion pour faire exploser le navire. Bon, il guettait l'opération depuis la Casbah. Et d'ailleurs, il y avait l'Arbi Ben Mehdi avec lui, qui lui avait dit, voilà, je vais te faire vivre un feu de joie au port d'Alger. Donc avec leurs jumelles, ils étaient en train d'observer le bateau qui quittait le port. Et malheureusement, le réglage du détonateur s'est fait une demi-heure après. Donc le bateau a explosé au large. Mais comment ils ont su? C'est quand il y avait les bateaux pompiers. Donc il y avait une dizaine de bateaux pompiers qui partaient vers le large. Donc c'est là où ils ont su que l'opération était réussie par rapport. Et c'était, il a dénommé ça l'opération Ville d'Oran. Voilà. Donc c'était là Amin Youssef, avec cette anecdote, la fameuse tentative de 1956, lorsque le Front de Libération Nationale a tenté une opération au niveau du port d'Alger en ciblant le fameux paquebot, la Ville d'Oran. Je reviens à ce que Oui. je reviens à ce que je voulais expliquer. Saadi Youssef, il avait 14 ans. En parlant de prise de conscience, vraiment. Et il y avait notre boulangerie familiale se trouve juste en face du marché. À Marali. Voilà. Donc il y avait quelqu'un qui était avec une carrosse comme ça, qui vendait de la figue Barbarie. Et puis à un certain moment, il y avait un flic, un policier qui est arrivé, habillé en flic avec son képi et tout ça. Il est venu, il a vu le bonhomme, il est venu vers lui, il a pris une figue Barbarie avec un journal, il lui a fait manger la figue Barbarie. Et là, ça a été le déclic pour Youssef Saadi. C'est là qu'il a pris conscience de ce qu'il devait faire et de son avenir révolutionnaire. Voilà. Et cette histoire pour revenir rapidement. Oui, du port. Oui, la fameuse opération contre le paquebot La ville d'Oran. Oui. La ville d'Oran. Ouais. La ville d'Oran, c'était en 56, hein, Oui, c'est pas oui. en 57. Non, 56, on a dit, 56, j'ai bien voilà, dit 56. c'était en 56, il était c'était pour acheminer déjà la bombe, il a fallu des tentatives à plusieurs fois. En fait, quand la personne qui l'a acheminée, elle est vivante, je présume, hein, j'ai oublié le nom, Ouais. son nom. Il a fait rentrer la bombe dans le bateau de la ville d'Oran. Et ce bateau, il ramenait pratiquement tout, à chaque départ pour la France, il ramenait avec lui des appelés pour des permissions, etc. Et avant qu'elle soit acheminée vers le port, ils ont contacté quelqu'un qui avec un camion. Il a garé juste au niveau de la rue
à la sortie de la rue Porte-Neuf sur la rue Rondon. Oui. Il avait le camion et cette bombe a été déjà réglée. Ils lui ont remis la bombe et malheureusement il y avait une jeep de militaires qui a garé juste devant lui. Il ne pouvait pas partir, Donc Saadi, il a eu l'information, il a pris Omar, le petit Omar, Yassef, il lui a dit qu'il faut aller vers Ramel pour qu'il fasse, qu'il fasse une diversion. Effectivement, Omar il a été voir Ramel. Ramel est sorti. Ramel, voilà. Il a fait diversion, il a tiré des rafales de mitraillettes. Les flics, ils étaient vraiment, les militaires, ils ont démarré. Et c'est comme ça que le camion est parti, sinon ça aurait été un désastre. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que quand la bombe a été, elle a été mal réglée. Oui. C'est-à-dire il avait pensé qu'elle aurait explosé à une certaine heure. Oui. Malheureusement, l'heure a été retardée. Donc le bateau est parti. Donc c'est-à-dire il était vraiment... Parce qu'il était avec Ben Mehdi. Là. On lui a dit, tu vas voir, il y a une belle surprise que tu vas assister à une belle surprise. Et puis, le bateau est parti. À un certain moment, une demi-heure après, vous voyez, on entendait les coups de klaxon des pilotes, des pélotines, etc., de pompiers, etc. Ils ont été sur le... Et là, il a compris que c'était le bateau qui a été... que la bombe avait explosé dans le bateau de la ville de Rouen. Voilà. Monsieur Abdelrahman Khalifa, le port d'Alger et la bataille d'Alger, il y avait, on va parler d'un épisode précis, celui de la grève des 8 jours, parce que c'était un moment important pendant la guerre de libération, et les dockers avaient suivi à la lettre les mots d'ordre. Absolument. Oui. Vous savez, la corporation des dockers à l'époque était une corporation très importante, et puis sur laquelle le FLN s'appuyait, parce que c'était, comme on dit en arabe, khadm ala sharro. C'était des gens qui survivaient. Exactement. Et qui vivotaient. Et il fallait trouver d'abord à charger, parce que il y a tout un mécanisme qui fait que vous êtes un jeton, etc. Donc vous aviez la chance ou pas du tout de travailler ce jour-là, etc. Donc c'était, disons, le levain de la révolution. C'est-à-dire que chaque docker avait en lui cette âme de vouloir transformer son pays ou aider son pays à l'indépendance. Et c'est comme cela qu'on a fait il y a eu ces attentats à la bombe. Du 2 mai 1962, c'est-à-dire une manière donc, aux colonisateurs de se venger de cette corporation. Parce que les carottes étaient cuites. Oui. Ça a été la même chose que pour la Bibliothèque nationale d'Alger. Oui. Vous voyez, où elle a été brûlée, où il y a eu des milliers d'ouvrages qui ont été enlevés, qui ont été brûlés, mouillés. Mais, moi, j'en ai vu certains. Quand j'étais à la fac d'Alger, et qui séchaient, qui étaient tout aussi abîmés que ceux qui avaient été brûlés. Pourquoi? Et là, on voit que le colonialisme n'a pas, d'envie de ce que le colonisé puisse apprendre. Et c'est parce que la lecture ou le savoir, c'est ce qui émancipe un peuple. Oui. Et donc, que ce soit la bombe ici, au dock d'Alger, au port, ou la bombe à la bibliothèque universitaire, c'était quelque chose qui montrait qu'il perdait pied. Ça sera donc une dernière question pour vous deux. Monsieur Abdelrahman Khalifa disait avant le début de cette émission que le fait de baptiser ce port Yassef Saadi, c'est tout à fait normal parce que ça s'inscrit dans une continuité. Le port, c'était
la résistance et Yassef incarnait la résistance dans un moment bien précis de notre histoire. Monsieur Abdelrahman Yassef. Vous savez, moi j'estime que ce port lui a été destiné déjà bien avant. Je vais vous raconter une petite anecdote. 3 mois, comme moi je suis le neveu le plus proche, j'étais un peu son fils parmi ses enfants, quoi. Donc il y a 3 mois de cela, sa fille, elle discutait avec lui, elle lui a dit papa, si tu étais encore plus costaud, quel est ton rêve? Elle a regardé, elle a dit j'ai fait le tour du monde par avion. Il a dit j'ai fait le tour du monde, il a été aux Bahamas, il a été partout. Il a dit mon souhait c'est de faire le tour du monde par bateau. Vous voyez? Et voilà, il va faire son tour du monde d'une manière virtuelle et il va visiter pratiquement tous les pays du monde. Comme je l'ai expliqué à Abdelrahman, j'ai dit les gens maintenant, quand il y a quelle que soit la marchandise qui arrive sur Alger, c'est mentionné port d'Alger, sur le BL bien sûr, port d'Alger, Yassef Saadi. Oui, pour moi, je voudrais qu'il soit bien ancré au port. Que Yassef Saadi soit bien ancré au port, qu'il soit un rocher parmi les rochers d'Hercule. Ça sera le dernier mot de cette émission. Je vous remercie pour d'avoir donc accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que M. Abdelrahman Khalifa est historien, archéologue, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de mon vie, sur l'histoire d'Algérie, et il a consacré pas moins de 2 livres donc à l'histoire d'Alger notamment. Et je rappelle que Abdelrahman Yassef est frère du petit Omar, le shahid, et neveu de Yassef Saadi. Je tiens à remercier également les responsables de l'entreprise du port d'Alger, Népal, et les responsables de la DGSN de nous avoir prêté aide et assistance pour préparer cette émission. Remerciements enfin pour le réalisateur de cette émission, Abdelkrim Bougara. Excellente soirée et à bientôt.